on a envie de survivre, donc on se protège. Donc quelque part, on n'y pense pas pendant l'action, mais à un moment ou l'autre, ça peut ressortir. Voilà, donc ça a été quelque chose qui m'a vraiment, comme on dit en hébreu, on a fait des Simone. Je dis, oula, il y a vraiment quelque chose d'important qui est en train de se passer. En finissant les Milouim, on a dit, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser les choses se faire de cette manière-là. Le trauma, c'est vraiment une empreinte physique. C'est pas juste dans la tête, ça se passe dans le corps. Il y a le système nerveux qui se met en vrille et il faut d'abord essayer de calmer le système nerveux avant d'enchaîner aussi le vrai travail psychothérapie. 17 000 soldats depuis la guerre souffrent d'un syndrome post-traumatique et la population civile d'Israël n'est pas en reste puisque 2 millions de personnes vont développer, on va dire, un syndrome de ce type. Pour en parler, nous avons deux invités tout à fait au cœur de ces problématiques. Il s'agit de Hana Kriev, qui est cofondatrice d'une association qui s'occupe aujourd'hui du post-trauma, et Hillel Waknin, qui est thérapeute et qui s'occupe également, qui est cofondateur de l'association et qui s'occupe d'essayer d'apporter du bien-être à nos soldats. Ils sont sur le plateau. Bonjour Hana. Bonjour. Et bonjour Hillel. Bonjour. Alors vous aviez créé une association ensemble il y a à peu près 6 ans. Le but étant d'aider, on va dire, les francophones à mieux s'intégrer en Israël et à avoir accès à des soins pas chers. Tout à fait. C'était dans le cadre donc de l'école de Serenity, de médecine complémentaire en Israël. Et de ce fait, on a pu donc orienter nos actions aussi vers l'association afin de pouvoir aider le maximum de gens. Après le 7 octobre, après la guerre, vous avez décidé de réorienter, on va dire, un peu l'association, le but de l'association. Qu'est-ce qui fait que vous avez pris cette direction, Hana ? En fait, le lendemain du 7 octobre, on a commencé à mettre en place dans notre communauté une association qui avait pour visée d'aider les soldats à leur donner de la nourriture, du matériel militaire. Vous étiez en contact avec l'armée directement ? On s'est tout de suite mis en contact. En fait, on avait de la famille, des amis qui étaient partis, et tout de suite, dans tout le quartier, c'est mobilisé. En fait, on donnait les numéros de téléphone. Moi, je connais un tel. Et on a réussi à avoir un listing de pas mal de bases. Et à partir de là, on a commencé à aider et on aide encore. Et comment était l'accueil ? On vous disait oui tout le temps ? Tout le temps. Tout le temps était partant. Il faut se rappeler que le 7 octobre, tout le monde a été très surpris. Donc en fait, le peuple s'est uni pour aider, pour se protéger en fait. Alors, est-ce que vous avez été au-delà d'apporter un soutien logistique, parce que vous êtes aussi thérapeute, est-ce que vous avez apporté un soin quelconque aux soldats ? Alors dans un premier temps, c'était que logistique, parce que toutes les bases, ils avaient besoin d'aide pratique, concrète, que ce soit vraiment nourriture ou matériel, beaucoup de matériel militaire. Et après, une fois que l'armée avait pris les choses en place, avait pris les choses en main, on a commencé à se dire, les thérapeutes ont commencé à se dire, et si on allait dans les bases, et si on allait apporter une autre aide, une aide plus thérapeutique de soins. C'est ce qui s'est passé par exemple avec les kinés du cœur qui ont été dans les bases. Et c'est intéressant de voir que plusieurs associations ont eu la même idée au même moment, en fait. De prendre ces tables, de prendre... tous les thérapeutes ont voulu aller table sur le dos et se rendre dans les bases pour soutenir les soldats qui se battaient. Alors, c'est intéressant parce que vous avez deux expériences complémentaires, on va dire. Elle était à l'arrière et vous étiez sur le front. 400 jours de Milouim, quand même. 400 jours de Milouim, voilà. C'était bien long. Et effectivement, on a eu donc de notre côté tout ce qu'a dit Hana, c'est ce qui a été ressenti de la part en tout cas chez nous, et puis chez tous les Khaïlim qu'on a côtoyés. Alors pourquoi vous êtes décidés tous les deux de réorienter et d'offrir en fait c'est ça le but de l'association, d'offrir des soins pas chers aux soldats? D'abord, ça a été comme vous l'avez dit, une observation que là maintenant il y avait la guerre. La guerre, elle s'est passée, il y a eu donc plein de mouvements dans tous les sens, plein d'associations. Puis il y a eu ce moment où, entre guillemets, les choses se sont un petit peu calmées, dans ce sens où on peut dire, il y a eu toutes sortes d'arrêts des combats à droite, à gauche, etc. Les choses ont un petit peu stagné. Et en fait, c'est là que ressort les premiers effets du post-trauma.
Parce qu'en fait, pendant les mouvements et pendant tout ça, les gens ne ressentent pas forcément. Les soldats ne vont pas forcément ressentir qu'ils sont dans ce stress post-traumatique. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on est obligé de fonctionner. Et tout commence quand ça commence un petit peu à décélérer. Ça veut dire quoi ? Quand on rentre à la maison, quand la guerre est finie, quand on doit reprendre sa vie civile ? Quand on revient dans sa vie civile, on doit reprendre son travail, on doit être un mari dans la maison, un papa à la maison, bref, reprendre toutes ses responsabilités. Et puis c'est à ce moment-là que d'un coup, ça arrive. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on ne le voit pas forcément arriver. On va dire les simanimes, les symptômes sont des symptômes qui sont assez, on va dire, quoi, par sournois. Il faut savoir qu'il y a 4 grandes, il y a plusieurs définitions, mais on va parler par exemple de flashback, par exemple, d'une hypervigilance, par exemple, toutes sortes de, on va dire, de symptômes physiques aussi qui peuvent apparaître. Ce qu'on appelle un syndrome de l'évitement, on va essayer d'éviter certaines personnes ou certaines choses qui peuvent associer à toutes sortes de souvenirs. C'est post-traumatique, c'est le stress post-traumatique. Et puis finalement, donc pour une grande partie des gens, ils vont réussir à le surmonter plus ou moins normalement. Pour une partie, ça va être plus compliqué, et pour encore une petite partie, ça peut continuer sur de véritables problèmes psychologiques, émotionnels, mentaux, puis jusqu'à de grands, on va dire. Pas simple. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de post-trauma, Hillel, mais j'ai l'impression que les gens ne cernent pas précisément de quoi il s'agit. Est-ce que vous aussi, vous avez été dans malgré vos 400 jours de Milouim, dans cette position-là ? Oui, tout à fait. D'abord, on a l'impression d'être... moi, je me rappelle une des discussions qui était assez, on va dire, je ne vais pas dire marrante, parce que ce n'est pas vraiment le terme à utiliser, mais le premier CVEV, c'est-à-dire le premier tour de Milouim qu'on a eu, donc on était... je crois que ça avait duré pas mal de jours, déjà des 100 jours, un peu plus. On a eu donc des psychologues de l'armée qui sont venus nous parler. Puis ils nous regardent, ils disent « Vous êtes tous atteints ?» On s'est regardé, on dit « Ah non, on n'est pas atteints, enfin tout va bien, quoi, grâce à Dieu. » Puis ils disent « Non, vous êtes atteints. Sachez que vous n'êtes plus les mêmes et qu'il va falloir que vous soyez suffisamment proche de vous-même pour comprendre comment vous évoluez afin de pouvoir reprendre le cours de votre vie et par la suite. » Donc déjà, ça m'a un petit peu titillé à ce moment-là. Je dis tiens, c'est intéressant. Puis forcément, ça va pousser un petit peu à mieux comprendre. Effectivement, entre les CVEV, c'est ça que c'est intéressant, c'est-à-dire entre les moments où on était sorti de Milouim, on devait repartir en Milouim, puis d'un coup, c'est vrai qu'il y a eu certaines situations. D'un coup, j'ai ressenti d'abord, personnellement, une forme de, on va dire, alors chacun à son niveau, sûr. Mais difficulté à reprendre tout à fait, certaines difficultés de se repositionner un petit peu par rapport à sa vie, son travail, etc. D'un coup dire qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, quel rôle j'ai, comment ça se passe, est-ce que les choses vont devoir, est-ce que je dois évoluer différemment, plein de choses. Et puis c'est passé aussi que donc je suis reparti en Milouim et tout. Et puis le dernier CVEV, donc la dernière fois que j'étais reparti en Milouim, on m'a proposé donc de sortir en course de Rav Tzvaï et course Ktinim, et puis de devenir donc Rav Tzvaï. Je crois qu'on appelle ça aumônier en français. Aumônier, voilà. Okay. Aumônier de l'armée. Ouais. Aumônier de l'armée. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je dis allez, super, pourquoi pas. Et puis c'est en fait là que je me suis véritablement rendu compte de la problématique et ce qui était gentiment en train de s'insinuer dans la société, chez les soldats et en vérité chez tout le monde. Et c'est là que ça devient très dur. D'accord. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut comprendre que pour une grande partie des soldats, soit ils connaissent quelqu'un qui est parti ou qui a été blessé, des fois qui a été blessé longtemps et qui est parti, des scènes de guerre traumatisantes. Ça veut dire on va pas entrer forcément dans les détails, mais des scènes traumatisantes dans le sens où quand c'est compliqué, par exemple dans le cadre de ce qu'on appelle d'un des rôles d'aumônier, c'est de faire ce qu'on appelle l'identification des morts. Alors on nous apprend à le faire et puis on comprend que finalement, très souvent, pourquoi il y a ce rôle ? Parce que très souvent, c'est très compliqué d'identifier. Alors voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, sûr, mais imaginons que maintenant... Donc, ça veut dire que tous les gens qui étaient exposés tout à fait. De près ou de loin, ont vécu de l'entendre, de l'imaginer, de le voir, chacun à son niveau, et puis chacun va réagir différemment. Puis à ce moment-là, donc forcément, c'est un bagage qui est pris, qui est mis quelque part. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a envie de survivre, donc on se protège. Donc quelque part, on n'y pense pas pendant l'action, mais à un moment ou l'autre, ça peut ressortir. Voilà, donc ça, c'était quelque chose qui m'a vraiment, comme on dit en hébreu, on a fait de la Simone. Je dis, oula, il y a vraiment quelque chose d'important qui est en train de se passer. Et en finissant les Milouim,
voilà, on a dit il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser les choses se faire de cette manière-là. Et comme l'a dit Hana très justement, ils ne vont pas forcément venir, il faut les chercher, il faut les appeler, parce qu'encore une fois, naturellement, on a l'impression que tout fonctionne, que tout va bien. On n'a pas vraiment envie d'être en face de notre, on va dire... Donc on prend ses responsabilités en tant que citoyen et on aide ceux qui en ont besoin, même s'ils ne veulent pas le reconnaître. Tout à fait, exactement. Ce qui est fou, c'est que vous avez aussi mis ça en place pour les francophones. Alors, pourquoi spécifiquement les francophones ? Pourquoi est-ce qu'on a mis en place pour les francophones ? D'abord, tout simplement parce qu'on est spécialisé dans le monde des francophones. Ça veut dire que l'association, elle s'inscrit dans le travail qui est fait dans l'Institut de Serenity à Naya, donc la clinique multidisciplinaire, où là-bas on rencontre énormément de professionnels francophones. L'école de Serenity, qui est une école spécialisée pour les francophones. Donc à partir de là, il était très logique, en vérité, de continuer et de faire ce qu'on sait faire au mieux, c'est-à-dire de se diriger vers le public qu'on connaît bien et leur donner le maximum à tous les niveaux. Alors, est-ce que les soldats, parce que c'est compliqué, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent les aider, mais est-ce que les soldats acceptent d'être aidés ? C'est pas évident. Alors, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué pour les hommes. Alors, quand on a fait des événements pour les femmes acceptent tout de suite d'être aidées. Les femmes, ouais, je viens ce soir, je veux. Le soldat n'accepte pas d'être aidé parce que, alors que quand il était à la base, il acceptait toujours de l'aide quand on les appelait. Oui, venez apporter, venez. Quand c'était matériel, on va dire. Pas que matériel. Toutes sortes d'aides. Quand ils étaient en guerre, c'était légitime d'être aidés en guerre, c'est ça ? Ouais, c'était très légitime d'être aidés. Et ils avaient un engouement, qu'on soit là, qu'on soit derrière eux. C'est comme si on les soutenait tout le temps. Et après, c'est comme... je pense qu'il y a eu un silence. Et ils ont eu peut-être une perte de repère, je ne sais pas. Mais... Après, ils n'acceptent plus de se faire vraiment aider. Donc, on n'accepte pas de se dire qu'on est en post-trauma quand on l'est. C'est compliqué de l'accepter et on ne demande pas d'aide. En fait, c'est ce qu'on appelle une défense naturelle. Ça veut dire que c'est en fait pour une manière de se protéger quelque part de ses propres peurs et de tout ce que ça peut après comporter. Et puis surtout, où est-ce que ça peut arriver ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une espèce de défense. Une défense pas-shoot émotionnelle sur laquelle on n'est pas prêt forcément à recevoir. Alors, est-ce que votre démarche est proactive ou vous attendez qu'on vous appelle pour essayer de leur venir en aide ? Alors ça aussi, c'est intéressant parce qu'on est proactif. C'est nous qui appelons les soldats, c'est nous qui allons vers eux parce qu'on sait qu'il ne va pas venir. Mais maintenant, on essaye d'aller de façon très délicate, on ne force rien. On est là, on leur suggère, on leur dit qu'on est présent. On va envoyer 1 message, 2, 3 messages, mais si on voit qu'il y a de la résistance, on n'ira pas. Mais on espère que derrière, il y aura, vous savez, comme sur Instagram, on a toujours les pubs qui viennent. Ouais. Et en envoyant 1 message pas trop intrusif, 2 messages, 3 messages, et peut-être que là, ils vont dire je vais y aller. Donc, mais on les appelle. C'est important de les appeler. Est-ce que c'est simplement un soin, on va dire, émotionnel ? Parce que quand on parle du post-trauma, on pense toujours à quelque chose de psychologique. Ou est-ce que c'est aussi des séquelles de la guerre ? Parce que quand on reprend sa vie, on n'a pas toujours les moyens de payer 350 shekels pour aller arranger un bassin qui n'est pas droit ou peu importe. Est-ce que c'est aussi physique, les soins ? Tout à fait. C'est aussi physique. Puisque en vérité, on sait que finalement, toutes sortes de troubles psycho-émotionnels peuvent avoir finalement comme conséquence toutes sortes de troubles physiques et vice-versa. Et d'abord, concrètement, c'est ce qui s'est passé pendant la guerre. Il y a des gens qui ont été touchés physiquement et ça aboutit aussi à des problèmes aussi après aussi émotionnels, puisque la personne se sent par exemple réduite, handicapée. Et puis finalement, ça va à la fin amener cette personne à tout simplement à se comporter d'une manière différente. Ça peut être que des problèmes émotionnels, ça peut être une angoisse permanente qui au fur et à mesure est devenue une peur très profonde. Et comment vous soignez ? Qui s'occupe d'eux ? Qui les prend en charge en fait ? Alors, on a 3 directions de traitement. On a des cercles de parole par des psychologues.
On a des soins physiques. Avec ouais, ok, on parle, on raconte. Tout à fait. On vide son sac, exactement. Donc ils sont en groupe. Ouais, en groupe, tout à fait. C'est très pro, c'est très bien fait, c'est très bien orienté. Ça permet justement aux soldats de se sentir pas seuls, puisque d'un coup ils disent finalement, je vois que ce problème, mon ami le rencontre aussi. Et puis finalement, donc ça permet à chacun de se mettre un peu en confiance. Ça crée aussi des petites équipes. Ça permet justement l'un de se sentir épaulé par l'autre. On a donc une direction qui va être plus au niveau physique. Ça peut être des massages médicaux, de l'acupuncture. Dans l'absolu, il y a toutes sortes de soins qui pourraient être mis en place, de l'ostéopathie, physiothérapie et autres. Ça dépend encore une fois de la demande et des possibilités. Et on a encore une direction qui va être plus reconstruction, on va dire coaching personnalisé un petit peu, si l'on peut dire. C'est-à-dire reprendre un petit peu confiance en soi. Donc ça va se faire avec toutes sortes d'ateliers. Ça peut être des ateliers de méditation, de qigong, gymnastique chinoise, encore une fois, de toutes sortes de méthodes qui vont permettre, encore une fois, de donner à la personne de reprendre confiance en soi. D'accord, donc évidemment, si on a envie de se faire aider, ou si on connaît un proche qui a besoin d'un petit soutien, parce que ça peut être vite débloqué en fait quand on s'en occupe. On n'y croit pas, mais ça marche comme ça. On s'en occupe, ça passe. Ouais, mais il faut être patient quand même. Il faut être patient parce qu'il y a des barrières physiques. Le trauma, c'est vraiment une empreinte physique. C'est pas juste dans la tête. Ça se passe dans le corps. Il y a le système nerveux qui se met en vrille et il faut d'abord essayer de calmer le système nerveux avant d'enchaîner aussi le vrai travail psychothérapie. Psychothérapie. Donc, je pense qu'il faut être patient, mais une fois qu'on a ouvert, après voilà, on a en tout cas, vous êtes une équipe sérieuse, solide. Il y a beaucoup de gens derrière vous. Évidemment, ces soins sont subventionnés. Je crois que c'est 50 shekels le soin. Donc, par rapport à une séance de 350 ou 400 shekels, c'est quand même très intéressant pour le soldat ou pour sa famille, parce que j'imagine qu'il y a aussi la famille derrière. Et en fait, c'est notre préoccupation principale, la famille. C'est-à-dire que si on remet le soldat sur pied, on va sauver des familles, tout simplement. Bon, alors j'espère que vous avez été écouté, entendu. On va donner quand même le numéro de téléphone si jamais vous avez envie ou d'envoyer quelqu'un ou d'y aller vous-même. Anaya 02 642 28 45 ou le numéro de Hana ici présente 054 30 34 203. Voilà, vous avez toutes les infos. On les mettra aussi sous la vidéo. Mais en tout cas, bravo pour cette belle initiative. On espère que ça fonctionnera, que ça aidera beaucoup de gens. C'est votre but, j'imagine. L'objectif. À bientôt. Merci beaucoup.